Bien, alors bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, je m'étais arrêté sur le début du traitement des natures de mots et groupes de mots. Je ne reviens pas sur la question des noms, puisque là, il n'y avait pas de difficulté particulière, il suffisait juste de bien comprendre la distinction entre noms propres et noms communs. Seuls les noms communs produisant donc des catégories, les noms propres référant, eux, à des particuliers. Et puis, on avait commencé avec les déterminants, et en particulier avec l'article défini, article indéfini. Et je vous avais expliqué aussi la différence entre extension et extensité dans le groupe nominal, c'est-à-dire le fait qu'on a différents moyens pour réduire l'extension des noms. Donc l'extension des noms, c'est l'ensemble des objets auxquels le nom est applicable. Alors, par exemple, véhicule est un mot plus large, plus général que voiture, parce que tout simplement, il s'applique à un nombre d'objets plus grand. Puisque toute voiture est un véhicule, forcément, même s'il y a une infinité de voitures dans le monde, cette infinité, enfin il n'y a pas une infinité d'ailleurs, il y a un nombre très grand, mais c'est pas infini. Mais même si on ne connaît pas le nombre, et même s'il est très grand, il est forcément plus petit que le nombre de véhicules. Et ça, c'est une relation purement logique, en fait, d'inclusion d'une catégorie dans l'autre. Mais on avait vu que, bien sûr, les moyens de réduire l'extension du nom ne sont pas limités aux moyens lexicaux, parce que sinon on aurait besoin d'un mot spécial pour dire les voitures rouges, etc. Donc il y a des moyens, dans toutes les langues, il existe des moyens syntaxiques pour réduire l'extension des groupes nominaux. Et c'est le rôle donc de l'expansion nominale de réduire l'extension du nom. Alors que on a vu que le rôle des articles, des déterminants, c'est plutôt la régulation d'extensité, c'est-à-dire le nombre d'éléments auxquels on fait référence. C'est-à-dire si je dis 3 voitures, je fais référence à 3 exemplaires de 3 membres de la catégorie voiture. Donc il y a bien cette distinction assez claire entre réduction d'extension et régulation d'extensité. À ceci près qu'on verra que dans les déterminants possessifs et démonstratifs, il y a les deux en même temps. Mais il n'empêche que du point de vue théorique, on voit bien la différence. Dans un cas, on réduit la catégorie, on passe d'une catégorie de grande extension à une catégorie de plus petite extension. Quand je passe, ou même dans 2 acceptions, par exemple, si vous prenez homme au sens d'être humain par opposition à animal, et ensuite si vous prenez homme comme être humain mâle adulte, par opposition à femme ou enfant, homme dans le 2e sens est inclus en femme dans le 1er sens. Donc il y a une restriction d'extension. C'est d'ailleurs un des opérateurs de polysémie qu'on appelle la restriction au sens. Alors maintenant, il faut qu'on parle... Ah oui, pardon. Je rappelle aussi que vous avez exposé, disons, la distinction entre les 2 grands articles du français, un et le, en termes guillaumiens. Ça vient de Gustave Guillaume. Je vous reparlerai peut-être aussi, on a le temps vraiment dans la dernière séance, de Gustave Guillaume au sujet du système verbal, mais uniquement si on a le temps. Ce genre de schéma-là vient de la linguistique guillaumienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce linguiste, mais Gustave Guillaume, c'est, avec Benveniste, le plus grand linguiste du XXe siècle. Il y a Benveniste et Guillaume. Gustave Guillaume, il y a plus de 25 volumes de leçons qui sont parus, c'est une œuvre immense. Mais bon, compliqué à comprendre, quand même assez difficile d'abord, ce qui fait qu'il est un peu négligé comme auteur aujourd'hui, parce que, pour arriver à entrer dans son œuvre, il faut consacrer quand même 1 ou 2 années de sa vie à ça, à bien comprendre, et aujourd'hui, les chercheurs sont des gens pressés, ils veulent très vite avoir des résultats, et c'est un petit peu problématique. Bref, je ferme la parenthèse. Donc on a vu qu'il existait 2 emplois particuliers ou généralisants, enfin spécifiques ou génériques pour les 2 articles 1 et le. Alors ensuite, bon, évidemment, ça ne dit pas tout parce qu'il y a aussi le pluriel, etc. Mais ça, c'est la base du système. Alors, j'en étais là, je vous avais
rappeler aussi ce qu'on appelle les formes contractées de l'article, et je m'étais arrêté sur le partitif. Alors le partitif, ça nous oblige à nous arrêter un tout petit peu plus parce que ça oblige à introduire une distinction entre deux types de noms, qui sont les noms comptables et les noms massifs. Donc, en général, l'article partitif s'emploie avec des noms massifs. Un nom massif, c'est, par exemple, pain, du pain, ou des noms abstraits. Il faut du courage pour faire cela. Donc, vous voyez, vous avez l'article partitif du. Alors, donc, là, il y a une première confusion, c'est qu'il faudra faire attention à ne pas confondre le du, le partitif du, le partitif du, dans il faut du courage ou elle mange du pain, avec le du, elle revient du travail. Hein. Ça fait partie aussi des petits exercices. Je l'avais dit, il y a le D aussi, qui peut être l'article indéfini pluriel. Ça fait partie des petits raisonnements faciles qu'on peut faire et qu'on peut utiliser. Vous voyez, le but de ce genre l'intérêt de ce genre de confusion, c'est pas simplement que ça piège les élèves, etc. C'est qu'au contraire, il faut s'en servir pour les faire réfléchir. Pour leur dire, tu vois, il y a écrit du ici, il y a écrit du ici, mais c'est pas du tout la même chose. Et on essaie de réfléchir, de voir comment. Et ça permet, le but n'est pas, à la limite, n'est même pas de mieux connaître l'article ou les déterminer. Le but est d'avoir un accès à un niveau métalinguistique, c'est-à-dire accès à une réflexion sur la langue. Avoir un petit aperçu de, tiens, cette espèce d'outil qui est ma langue, il y a des choses très compliquées qui m'échappent complètement la plupart du temps, mais là, tiens, je vois qu'il y a une chose étrange et intéressante. Donc, on peut se servir de ce genre d'exemple pour faire des petits raisonnements grammaticaux qui sont intéressants pour eux-mêmes, en fait. Bon, alors, ça suppose une distinction entre noms massifs et noms comptables. Donc, je le disais. Alors, les noms massifs, qu'on appelle aussi parfois non comptables, ce sont des noms qui ont deux propriétés. Comme indique leur nom, quand on dit non comptable, on ne peut pas les compter. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple, moi j'aime bien prendre un exemple, parce que vous allez voir, il faut bien choisir ces cas-là, parce que sinon, on introduit facilement des confusions. Prenons de la boue, parce que les articles partitifs, c'est du et de la. Il y a de la boue par terre. Vous ne pouvez pas dire il y a une boue, deux boues, trois boues par terre, ça n'a pas de sens. Si vous mettez de la farine dans un gâteau, vous allez dire il faut de la farine pour ce gâteau, vous n'allez pas dire il faut 2 farines, 3 farines. Ça pourrait être le cas, on verra après. Mais en général, on va dire qu'il faut un article partitif pour ces noms qu'on ne peut pas compter. Et puis, ils peuvent être divisés sans perdre leur identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est un critère assez important qui est complémentaire et qui est en fait un autre aspect du caractère non comptable. C'est que si vous prenez un tout petit peu de boue, c'est toujours de la boue. Si vous prenez un tout petit peu d'eau, c'est toujours de l'eau. Si vous prenez un tout petit peu de farine, c'est toujours de la farine. Alors que, pour une chaise, par exemple, là, ça c'est un nom comptable, une chaise. Alors, ici, vous pouvez dire il y a 10 chaises, 20 chaises, etc. Vous ne direz pas il y a de la chaise dans la salle de cours. Mais là où on voit que les noms comptables, eux, ne peuvent pas être divisés, c'est que si vous prenez un morceau de la chaise, un bout de chaise, c'est plus une chaise. Ça va être un dossier de chaise, un pied de chaise, parce que c'est plus une chaise. Alors qu'un petit peu de farine, c'est toujours de la farine. Donc il y a quand même une différence entre ces deux types de référents. En fait, c'est les objets eux-mêmes qui sont différents. C'est pas quand on dit un nom massif, c'est le nom, il hérite la propriété d'être massif du référent. En fait, c'est la chose qui est différente. Bref. Donc on a ces deux types de noms et donc on va avoir une répartition qu'on peut schématiser de la façon suivante en disant j'ai donc deux types de noms, les noms comptables et les noms massifs, et j'ai trois types d'articles. Article défini, article indéfini, article partitif. Donc, avec un nom comptable, je vais pouvoir
utiliser l'article défini. Je vais pouvoir utiliser l'article indéfini, donc je peux dire la chaise est cassée ou il y a une chaise dans ce bureau, mais je ne peux pas utiliser l'article partitif. Je ne peux pas dire il y a de la chaise dans ce bureau. Inversement, avec un nom massif comme bourg, je peux utiliser aussi, donc vous voyez l'article défini, il marche dans les deux cas. On peut dire la boue vient de tes chaussures. L'article indéfini n'est pas possible, je ne peux pas dire il y a une boue par terre. Je ne peux pas dire il faut un courage pour faire cela. Oui, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, je suis allé trop vite. Dans les noms massifs, il y a aussi les noms abstraits. Hein, vous l'avez dit. Je l'ai dit quand même. Bon. Non, parce que je veux dire, un petit peu de courage, c'est toujours du courage. Donc, et puis on ne peut pas dire il faut 2 courages, 3 courages, etc. Donc, on ne peut pas dire donc il faut un courage, il y a une boue. Mais en revanche, on va dire il y a de la boue par terre, il faut du courage pour faire cela. Donc, quand on observe les choses comme ça, on a l'impression, vous voyez, que l'article partitif, il sert d'indéfini pour les noms massifs. Vous avez une répartition pour les noms comptables, article défini, indéfini. Mais pour les noms massifs, c'est article défini, article partitif. Donc, autrement dit, ça voudrait dire que l'article partitif, c'est l'indéfini des noms comptables, des noms massifs, pardon. Hein, l'article partitif, c'est l'indéfini des noms massifs. D'accord? Alors ça, c'est une présentation des choses qui est la présentation, si vous voulez, par laquelle il faut commencer, hein, qui indique que, en fait, une fois qu'on a des noms qui ont telle ou telle propriété, massif ou comptable, eh bien, il y a un article qui leur est adapté. Mais en réalité, quand on observe un petit peu plus d'usage, la situation est complètement inverse, en fait. C'est que c'est le déterminant, c'est l'article qui va transformer le nom. Alors, regardez. Si vous prenez, par exemple, je montrerai le tableau après, le mot bœuf. Bœuf, ça peut désigner l'animal qui est vivant, qui est mort, enfin bref, un animal, mais ça peut désigner la viande de l'animal. D'accord? Je mange du bœuf, je ne mange pas de bœuf, etc. Si vous n'êtes pas végétarien, vous direz je mange du bœuf. Si vous êtes végétarien, je ne mange pas de bœuf. Voilà. Mais, en fait, le mot bœuf, il est comptable quand il désigne l'animal. C'est-à-dire qu'un petit morceau de bœuf, c'est plus un bœuf, hein, ça va être une patte de bœuf, une oreille de bœuf. Mais quand c'est la viande, ça devient massif. Un petit morceau de bœuf, c'est toujours du bœuf, quand on parle de la viande. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est non pas que il y a un nom qui exige un type d'article, mais c'est l'article qui va transformer le nom. Donc, il faut faire la distinction entre le nom comptable ou massif et le groupe nominal, qui va être lui-même comptable ou massif. Donc, vous avez 4 possibilités, en fait. Vous partez d'un nom comptable, comme bœuf. Bon, parce qu'évidemment, même si bœuf, dans je mange du bœuf peut être massif, vous conviendrez que, en première instance, enfin en priorité, fondamentalement, bœuf est d'abord un nom comptable. Il faut d'abord avoir des vrais bœufs pour fabriquer de la viande de bœuf. C'est pas dans l'autre sens. D'accord? Donc on a d'abord bien effectivement un nom comptable qui est transformé en nom massif. Bon. Ce nom comptable, il est transformé en nom massif grâce à l'article partitif. Donc vous voyez que là, ça n'est plus pardon, ça n'est plus la même perspective, ça n'est plus mon article qui s'adapte au nom, c'est l'article qui transforme le nom en massif ou en comptable. Donc cette transformation de comptable en massif qu'on a ici, eh bien on la trouve dans l'autre sens pour la transformation du massif en comptable. Des noms comme vin, bière, courage, bon, ils sont massifs, donc vous pouvez fabriquer évidemment des groupes nominaux massifs. J'ai bu du vin, j'ai bu de la bière, il faut du courage. Ça, c'est l'usage standard. Mais si vous utilisez un nom massif avec un article indéfini, ça va le transformer en nom comptable.
hein, en groupe nominal comptable. Oui, là je réalise que j'ai commis une erreur, j'aurais dû écrire non pas le bœuf est dans le prix, mais un bœuf est dans le prix. Moi, je corrigerai ensuite. Donc, ici, vous pouvez avoir des constructions comme j'ai bu un vin extraordinaire, où on a bu 2 vins. Donc on peut dire j'ai bu 2 vins hier. Ça veut dire 2 types de vins cette fois-ci. Donc, la transformation du non massif en non comptable transforme aussi son sens. C'est plus le vin comme le liquide, c'est cette fois-ci une catégorie, une sous-catégorie, un type de vin. Tout à l'heure, je disais, on pourrait dire, dans ce gâteau, il faut 2 farines. Ben oui, s'il faut par exemple 2 farines de types différents, à la limite, c'est concevable. Il y a 2 bouts sur le sol, 2, 3 bouts différents. Un enquêteur, je ne sais pas. Donc ça, c'est des types. Ça crée un type... Alors, en revanche, quand vous dites j'ai bu une bière, j'ai bu 2 bières, etc., cette fois-ci, c'est pas les types, c'est plus... Enfin, ça pourrait, en fait. Mais en général, quand on dit ça, ça en réfère plutôt au contenant. C'est-à-dire, j'ai bu une bière, ça veut dire une pinte, une bouteille, tout ce que vous voulez. D'accord ? Et vous pouvez aussi avoir un indéfini avec un nom abstrait comme courage, mais à condition d'avoir un adjectif. Hein. Et là, du coup, ça devient aussi un type de courage. Hein. Il a fait preuve d'un courage extraordinaire. Ça, on ne peut pas dire il a fait preuve d'un courage. Alors si, on pourrait dire il a fait preuve d'un courage, point d'exclamation, mais en fait, c'est parce que l'adjectif est sous-entendu. Quand on dit il a fait preuve d'un courage, ça veut dire un courage exceptionnel, etc. Donc il y a bien un adjectif qui est là pour sous-catégoriser, hein, on fabrique une sous-catégorie. Donc, vous voyez qu'ici, on a une situation où c'est le partitif qui va donc modifier modifier la nature du groupe nominal. Donc, pour conclure sur ces cas, cette distinction-là entre non massif et comptable, bon, ça c'est bien que les professeurs la connaissent. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument indispensable. Enfin, évidemment, le fonctionnement des articles en français est un peu compliqué hein, de ce point de vue-là pour les étudiants étrangers. Enfin, ça dépend de la langue d'où ils viennent, mais je pense qu'on peut quand même, avec des exemples comme la matière, comme la bière, j'ai bu une bière, j'ai bu de la bière, ce sont quand même des exemples, à mon avis, suffisamment concrets, si on les choisit bien, pour être compréhensibles. Hein. Donc, à mon avis, cette distinction entre les sortes de noms, on peut la pratiquer, ne serait-ce que pour justifier l'emploi de l'article. En anglais, par exemple, dans le cas du partitif, vous n'avez pas d'article du tout. Hein. On n'utilise pas d'article. On ne dit pas enfin, on peut dire some, drink water, on ne va pas dire drink water. Bon. Donc, en espagnol, vous avez un partitif aussi? Non, il n'y a pas non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre d'article, on va faire comme en anglais. C'est ça. Mais vous avez sans doute un genre de déterminant aussi, un peu l'équivalent de somme, qui veut dire un peu de... Non? Pardon? D'accord. C'est un peu de... Oui, c'est ça. Ok, c'est comme ça. Très bien. Donc, pour terminer donc, sur les articles, retenez que non seulement bon, ce côté intéressant des partitifs, là, et aussi la discussion, l'analyse des formes comme du, des, de la, qui sont à chaque fois ambiguës. Hein. Des, ça peut être l'article indéfini pluriel, mais ça peut être la contraction de plus les. Du peut être partitif, mais peut être la contraction de plus le. De là, ça peut être. Alors là, c'est peut-être encore plus compliqué, parce que quand on dit je bois de la bière, c'est un seul article partitif. C'est pas de plus là. Bon, donc c'est intéressant à traiter avec les élèves parce que c'est assez facile. Il suffit de restituer les prépositions. Hein.
par exemple, si vous voulez faire la différence entre il boit du vin, il parle du vin. Il boit du vin, il parle du vin. Il boit du vin, bon, je sais pas si c'est des élèves, des exemples avec des élèves, histoire de ne pas être accusé d'inciter à l'alcoolisme. Mais, bon, prenons il boit du vin, ou il parle du vin. Bon, comment est-ce qu'on peut montrer à des élèves que les deux du sont différents? On remplace du par... on remplace vin par un autre nom, par exemple. Hein, ou alors, on remplace par... Peut-être que le plus facile, c'est de remplacer par le pronom indéfini quelque chose. Hein, il parle de quelque chose, ou il boit quelque chose. Je ne dirais pas il boit de quelque chose. Hein. Tout au moins, on pourrait, mais la construction naturelle, ça il boit quelque chose. Donc on voit bien que dans il boit quelque chose, il n'y a pas de préposition. Mais il parle de quelque chose, là il y a la préposition. Donc vous voyez, ce genre de petit raisonnement, facile à faire, fait quand même apparaître un certain nombre de propriétés de la langue qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu comme ça quand on n'a aucune connaissance linguistique. Et ça permet je pense, c'est le genre de petites choses qui permet de développer la conscience métalinguistique et disons de montrer aux élèves parce que eux, spontanément, enfin, je pense surtout, à vrai dire, aux francophones natifs hein, et à l'apprentissage de la grammaire, spontanément, les enfants vont dire, ils ne vont pas se tromper. Donc, ce phénomène qui consiste à s'arrêter, à regarder sa propre langue et à dire « tiens, ça c'est bizarre ». Alors que notre usage de la langue, il est toujours naturel, on n'y fait pas attention. La langue, elle est là pour nous rendre tous les services qu'on veut, quand on veut s'exprimer, etc. Bon, voilà. Et le fait de s'arrêter et de dire « tiens, ce du là, c'est pas du tout les mêmes ». Attention, c'est bizarre, c'est une chose étrange. C'est quand même faire apparaître ce que Stanley Cavell, un grand philosophe américain qui est mort il y a quelques années, disait l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. En fait, c'est ça la linguistique en réalité. La linguistique, c'est faire apparaître de l'étrange, c'est faire apparaître l'étrangeté des langues là où en fait on ne la voit pas du tout. Parce qu'on est un simple utilisateur du langage, on ne fait pas attention, mais dès qu'on regarde, on se dit tiens, c'est étrange, ça c'est curieux. Comme dans l'exemple la semaine dernière que je vous donnais avec le chien, enfin, vous dites à des gens, comme souvent c'est des exemples qui ne sont pas du tout linguistiques, le chien aboie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire le chien en général, c'est la propriété des chiens d'aboyer, ou bien c'est le chien de voisin précis qui aboie. Donc on fait apparaître comme ça la valeur générique ou la valeur spécifique de l'article. Et en général, quand vous dites ça à des gens, ils vous disent ah oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé. Et tout d'un coup, ça ouvre un aperçu. Donc vous voyez, le but de l'enseignement de la grammaire, c'est pas simplement de dire bon, voilà, ils connaissent tous les déterminants, c'est bon, j'ai fait mon programme, ils connaissent tous les temps indicatifs, j'ai fait mon programme. Le but de l'enseignement de la grammaire, c'est surtout, tiens, là, je leur ai donné en quelque sorte une émotion métalinguistique. Hein, c'est ça le but. Il faut que les élèves se disent ah oui, ça c'est marrant, ça, j'avais jamais pensé. Hein, c'est ça le but de l'enseignement de la grammaire. Alors, maintenant, les possessifs. Alors, bon, comme je vous le disais en préambule tout à l'heure, le possessif, il rassemble deux informations. Hein. Il est, vous voyez, on peut dire mon chapeau, c'est le chapeau de moi. Donc, mon chapeau inclut une information d'extensité, donc ici l'unicité, mais et puis une information d'extension qui est exprimée ici par deux mots. Bon. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que le déterminant possessif, il a cette double valeur en matière d'extension et d'extensité. Une petite précision, autrefois on disait adjectif possessif, adjectif illustratif.
Alors ça, c'est une dénomination qui a disparu. Désormais, vraiment, c'est obligatoire de dire obligatoire. La terminologie officielle, c'est déterminant. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, si on parle d'adjectifs dans ces cas-là, on est très embêté pour définir la catégorie générale des adjectifs. Parce qu'en français, il y a une propriété simple, l'adjectif, il a cette caractéristique qui n'existe pas dans toutes les langues, c'est qu'il peut toujours se placer avant ou après le nom de l'adjectif. Enfin, pas toujours, mais c'est quand même la propriété de l'adjectif assez prototypique. On peut dire une magnifique maison, une maison magnifique. Sans changement de sens. Parfois, il y a des changements de sens. Un grand homme, c'est valeureux, courageux, etc. Un homme grand de grande taille. Évidemment, le déterminant possessif, jamais on peut le mettre avant ou après le nom. Il est obligatoirement avant le nom. Donc déjà, par rapport aux adjectifs, ça fait une différence très importante. Et puis par ailleurs, du point de vue du sens, un adjectif prototypique, il indique une propriété. De toute façon, je ne vais pas refaire Vous avez eu la conférence de Yann Gous, qui est en France un des grands spécialistes de l'adjectif. Il vous a bien montré, on voit bien qu'il n'y a pas de confusion possible entre la catégorie de l'adjectif et cette catégorie de mots purement grammaticaux que sont, que sont les déterminants possessifs. Donc, ce n'est pas juste une sorte de caprice, de variation de la terminologie. Il y a un progrès de la terminologie quand on dit adjectif pour les adjectifs et déterminant pour les déterminants. Déterminant possessif. Donc, alors, une petite remarque aussi sur le nom possessif. C'est pas toujours de la possession. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais il faut se méfier aussi de l'interprétation littérale des termes grammaticaux. Les termes grammaticaux, on les hérite. Ils sont hérités d'une tradition grammaticale et c'est très difficile de les changer. Dans la terminologie dont je vous ai parlé, je crois que j'ai oublié de vous mettre le lien sur le site. Je vous mettrai le lien. Dans la terminologie dont je vous ai parlé et que j'ai faite avec Fabrice Poli, donc un inspecteur général pour le ministère, il y a des choses qu'on aurait aimé changer, mais qu'on ne peut pas, parce que on peut changer des petits détails. Par exemple, on a changé la classification, l'exclamation, on l'a mise dans les formes de phrases et plus dans les types. Bon, des petites choses comme ça, mais changer complètement les catégories, enlever possessif pour déterminant possessif, et il vaudrait mieux l'appeler par exemple déterminant personnel, parce qu'en fait, le possessif, il inclut une marque de personne. Mon chapeau, c'est le chapeau de moi, ton chapeau, le chapeau de toi, votre chapeau, le chapeau de vous, etc. Donc en fait, un possessif, ce qu'on appelle le possessif, c'est un combiné d'un article et d'une marque de personne. Donc, à la limite, je veux dire, bien sûr, il y a le sens de possession. Quand on dit « je te prête mon livre », et encore, là, c'est ambigu, parce que j'avais pas pensé, mais « je te prête mon livre », ça peut être le livre qui m'appartient, mais ça peut être le livre que j'ai écrit. Si je te prête mon livre, mais c'est l'exemplaire de Paul. Mais elle prend son train tous les matins. Son train, c'est pas du tout le sien, là, encore. J'ai échoué à mon examen. C'est pas votre examen au sens de la possession, etc. etc. Donc il faut se méfier du sens de la dénomination et d'une interprétation trop littérale des termes grammaticaux. Petite remarque sur l'heure, attention, l'heure peut être aussi un pronom personnel. Donc ça peut être un déterminant possessif, leur maison par exemple. Mais elle leur parle ici, c'est un pronom personnel. Donc attention. En principe, il n'y a pas de confusion possible parce que, et c'est pour cette raison que c'est essentiel d'enseigner les quelques formules caractéristiques des structures
grammaticales. Hein. Donc, pour l'instant, on en a vu 3 principales. On a vu la formule de la phrase, hein, P égale GS plus GV plus GC. On a vu le groupe verbal, bon, avec verbe plus GN, verbe plus GNP, etc. Et puis, on a vu le groupe nominal, déterminant plus nom plus expansion. Bon, bah, quand vous avez compris ça, déterminant plus nom plus expansion, c'est impossible de confondre l'heure avec un déterminant. Parce que là, on voit bien qu'on n'a pas du tout un groupe nominal. Et puis un détail aussi, vraiment une particularité, qui fait partie de ces résultats historiques et qui compliquent, enfin disons que c'est des évolutions historiques qui compliquent un petit peu l'usage en français. Quand on est devant un nom féminin qui commence par une voyelle, on n'utilise pas la forme féminine qu'on devrait normalement utiliser, hein, mais on utilise un masculin, pour des raisons de phonie. Hein. Bon, vous dites ma femme, mais vous ne pouvez pas dire ma amie. Ou ma ennemie non plus. Hein. On dit mon ami, donc c'est effectivement très bizarre, hein, parce que du coup, ça oblige à utiliser la forme de masculin pour du féminin, pour juste une raison phonologique en fait. Hein. Donc, bon, c'est une bizarrerie, mais là aussi, c'est un héritage historique et on pourrait. On n'est pas là pour changer la langue. Le déterminant démonstratif maintenant, donc c'est la même structure, hein, on a la même structure que le possessif. On a deux informations dans le déterminant démonstratif. On a une information qui est l'information équivalente à un article défini. Si je dis ouvrez cette fenêtre, ou si je dis cette fenêtre est cassée, c'est en fait la fenêtre que je montre. Ou dans un texte, la fenêtre dont j'ai parlé auparavant. Donc par exemple, donc on a en gros deux grands emplois du démonstratif. Les emplois qu'on dit anaphoriques ou cataphoriques, qui en fait renvoient au texte. Hein, c'est-à-dire anaphorique, le démonstratif renvoie à quelque chose qui précède, comme dans cet exemple ici, on voit beaucoup de chênes dans les forêts, ces arbres. Quand je dis ces arbres, de quels arbres je parle? Je parle des chênes qui y avait avant. Et ça, cette information, d'aller chercher le référent en amont dans le texte, c'est le démonstratif qui me la donne, cette information, ces arbres. Inversement, on peut avoir « elle prononça ces paroles, me voilà ». Dans ce cas-là, le démonstratif, il annonce ce qui va suivre. Donc là, je ne l'ai pas indiqué parce que c'est trop technique, mais en termes linguistiques, on parle de cataphore dans le cas où l'élément suit, et d'anaphore quand l'élément précède. Cataphore, anaphore. Alors attendez, je vais... Est-ce que ça marche? Oui. Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Non. J'y arrive pas. Attendez, je réessaie. Ouais, c'est pas hyper réactif, hein, le truc. Faut pas lâcher en fait. Voilà, cataphore et pareil, anaphore. Cataphore et anaphore. Je sais pas pourquoi c'est après ça marche. Bon. Ah, mais si ça efface là. Voilà, c'est pas très réactif. Bon. Alors, donc ça c'est cataphore ou anaphore. Et ensuite, on a une autre situation où le démonstratif fait référence non pas à ce qui se passe à l'intérieur du texte, mais dans la situation d'énonciation.
Donc, comme tout à l'heure, bon, dans cet exemple, regarde ces arbres, les arbres qui sont ici. Tout à l'heure, je disais, ouvrez la fenêtre, cette fenêtre, la fenêtre qui est ici. D'ailleurs, en prenant l'exemple, ouvrez la fenêtre, l'article défini a aussi cette possibilité, cette double possibilité, exactement comme le démonstratif, d'avoir une possibilité d'emploi qui réfère à la situation d'énonciation. Dans ce cas-là, on parle de déictique, emploi déictique de l'article démonstratif, de l'article défini ou du déterminant démonstratif, et puis emploi anaphorique. Donc il y a cette opposition anaphorique, cataphorique d'un côté, qui veut dire qu'on fait référence à ce qui précède ou ce qui suit dans le texte, et puis déictique, qui renvoie à la deixis, à la lexicalité, c'est-à-dire à la situation d'énonciation, à ce qui est présent dans la situation d'énonciation. Alors pour les formes, bon, on a ce 7C, mais on a aussi cette particularité d'avoir une forme 7CET quand on est devant voyelle, hein, dans un nom masculin devant voyelle, qui commence par une voyelle, ce garçon, cet élève. Alors, ça, ce sont les déterminants de base. Hein. Tous les articles, donc au départ, on fait les articles, on ne fait pas les partitifs. On fait que article, défini, indéfini. On fait le déterminant possessif et le déterminant démonstratif. Quand on veut expliquer la notion de déterminant. Ça suffit pour que les élèves aient une idée juste de la catégorie générale des déterminants. Bon, ensuite, on peut introduire le partitif, c'est une complication supplémentaire, et puis ensuite, on peut introduire tous les autres types de déterminants, qui sont les suivants. Donc, vous avez le déterminant numéral, donc par exemple 2 heures, 3 leçons, 100 pour heure, etc. Alors, avec une petite particularité supplémentaire, là, pour 1, 1. Parce que finalement, 1, 1, on ne sait jamais trop si c'est un article indéfini ou un déterminant numéral. Alors, il faut vraiment que le contexte soit très explicite pour qu'on puisse dire à coup sûr que c'est un numéral. Par exemple, si vous dites je voulais un café, pas 2. Là, c'est clair que 1 signifie un et un seul. Sinon, 1 va signifier un quelconque. Je voudrais un café. Enfin, oui, marquer un café, c'est quand même un seul, parce que pour un serveur. Mais si vous êtes dans une librairie et vous dites je cherche un livre pour faire un cadeau, bon, ça peut être aussi bien un quelconque qu'un seul. Hein. La frontière entre les deux est extrêmement subtile et il n'est pas toujours possible de la tracer. Alors ensuite, vous avez les déterminants indéfinis qu'on peut classer en fonction de l'extensité, vous voyez. Il y a des déterminants indéfinis qui donnent l'extensité. Alors j'ai mis la quantité là, mais c'est la même chose, hein, extensité. Mais disons que c'est un moyen moins technique de parler de l'extensité, mais aucun, aucune, pas un, nul, ça c'est la quantité nulle. Hein. Elle n'a vu aucune fleur. Vous avez une quantité vague. Bon, je n'ai pas subdivisé, mais il y a la quantité vague plutôt faible, quelques, plusieurs, et puis la quantité vague avec beaucoup de, etc. Donc une quantité vague plutôt grande. Et puis la quantité totale, chaque, tout, n'importe quel, hein, qui indique que l'ensemble des membres de la catégorie est envisagé. Et puis, enfin, vous avez une forme un peu unique, un quel, qui peut être soit un déterminant interrogatif, soit un déterminant exclamatif. Un déterminant interrogatif, quel livre préfères-tu, etc. Et puis, il y a aussi combien de temps. Et puis le déterminant exclamatif, quel désastre, quelle catastrophe. Voilà. Alors, on peut s'exercer à
à repérer les déterminants et à les identifier. C'est extrêmement... Enfin, ça présente vraiment aucune difficulté. Si vous voulez, je vous laisse une dizaine de minutes, pas plus, parce qu'on va faire comme il est, je vois qu'il est 8h47. Je vous laisse un peu le temps de faire une dizaine de minutes pour faire cet exercice. En même temps, on fait une petite pause et puis on reprend juste après, d'accord? Avec la correction. Alors, on va corriger rapidement parce que c'est quand même assez facile. Je pense que vous n'avez pas dû éprouver beaucoup de difficultés. Je signale quand même, en soulignant les cas d'article 0, dont je n'ai pas parlé. Il y a des cas où on n'utilise pas d'article pour toutes sortes de raisons. Alors bon, les linguistes font parfois une différence entre article 0 et absence d'article, mais ça c'est un point sur lequel je ne vais pas insister. Donc j'ai surligné en rouge, enfin j'ai indiqué en rouge tous les déterminants. Donc possessif, ma vie, sans doute ici il y a le mot doute mais il n'y a pas de déterminant. Au milieu des livres, alors là, en fait, bon, vous pourriez dire il y a au, il y a milieu, le milieu, mais en réalité, on a une locution prépositionnelle au milieu de. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut analyser là, c'est des qui est de plus les, donc l'article c'est les. Article défini. Le bureau, article défini, de mon grand-père, déterminant possessif, une fois l'an, donc article indéfini, l'an. Article défini, la rentrée d'octobre, article défini, d'octobre, il n'y a pas d'article. C'est Pierre Levé, donc là c'est un déterminant démonstratif. Je les reverrai, c'est Pierre Levé, il s'agit des livres dont on a parlé auparavant, donc c'est un déterminant démonstratif qui fonctionne comme un anaphorique, hein, un démonstratif anaphorique. Serré comme des briques. Alors, des briques ici, c'est l'article indéfini pluriel. Sur les rayons de la bibliothèque, deux articles définis. En allée de menhir, ici, il n'y a pas d'article ni devant allée ni devant menhir. La prospérité de notre famille, article défini, là, article déterminant possessif, notre. Un minuscule sanctuaire, article indéfini. Entouré de monuments trapus, monument n'a pas d'article ici. La permanence, article défini. Un avenir indéfini. Le passé, article défini, pas de difficulté. En cachette, article 0 pour cachette. Mes mains, leur poussière, ce sont deux déterminants possessifs. Alors, les possessifs, ils renvoient, ils sont aussi anaphoriques, hein. En fait, je ne l'ai pas dit, mais mes mains, c'est les mains, enfin, là, en l'occurrence, c'est les mains qui renvoient au jeu, et leur poussière, c'est la poussière des livres, hein. Chaque jour, alors là, c'est un déterminant indéfini. Des cérémonies, c'est à nouveau le déterminant, l'article indéfini pluriel. Le sens, article défini. Mon grand-père, possessif, déterminant possessif. D'habitude, là vous avez le mot habitude, mais il n'y a pas d'article. Hein. Ma mère, déterminant possessif. Ses grands, déterminant possessif. Ces objets culturels, à nouveau un démonstratif anaphorique qui renvoie à nouveau au livre, hein, avec une dextérité d'officiant, une. Article indéfini, l'officiant, pas d'article. 1000 fois, alors là on a un déterminant numéral. Je l'ai vu 1000 fois se lever d'un air absent, article indéfini, 1. Le tour, article défini. Sa table, possessif. La pièce, article défini. 2 enjambées, là à nouveau, déterminant numéral. Prendre un volume sans hésiter. Alors là, un volume, on est plus du côté du numéral 1, peut-être, hein. Bon. Sans se donner le temps, article défini, son fauteuil possessif, un mouvement, c'est un article indéfini, un mouvement combiné du pouce et de l'index. Alors là, on voit bien que c'est l'article défini contracté, puisqu'on a du pouce et de l'index. Hein. On voit la préposition, elle apparaît dans de l'index. Donc l'article défini. Dans le deuxième cas, un coup sec, article indéfini, la bonne page, article défini, un soulier, article indéfini. Je vais m'approcher pour lire ces boîtes, à nouveau démonstratifs, qui renvoient aux livres qui sont cités antérieurement, qui se fondaient comme des huîtres, article indéfini pluriel, la nudité de leurs organes, là, article défini, leurs organes déterminants possessifs. Des feuilles, à nouveau, c'est
c'est un article indéfini pluriel. Devenu noir, pas d'article, qui buvait l'encre et sentait le champignon, article défini. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté, à part peut-être pour ne pas confondre des ou du avec, le partitif ici, ou avec les formes contractées de l'article défini pluriel pour des. On n'a pas, vous voyez, on a quand même on a des articles, on a des déterminants possessifs, des déterminants démonstratifs, on a des déterminants numéraux, des déterminants indéfinis. Il manque juste l'article, des exemples d'articles partitifs dans ce texte. Et puis, il n'y a pas non plus les exclamatifs ou l'interrogatif. Mais il y a à peu près toutes les catégories qu'on a vues précédemment. Hein. Voilà. Très bien. Pas de questions sur les déterminants, ça va? Alors, on passe maintenant aux autres catégories. En fait, là, si vous voulez, il n'y a pas tellement de difficultés. On va pouvoir aller assez vite pour les dernières catégories. Donc, les dernières classes de mots, hein, les dernières natures de mots. Donc, maintenant, l'adjectif. Bon, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure en justifiant la dénomination déterminant possessif démonstratif. L'adjectif, il exprime une qualité, une propriété, hein. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc l'adjectif, c'est vraiment une classe de mots qui est liée au nom principalement. Hein. Donc, on a trois fonctions possibles, enfin une quatrième qu'on peut ajouter, mais les deux fonctions de base, c'est la fonction épithète et la fonction attribut. Hein. Un beau cahier, une voiture rapide, adjectif attribut, ce cahier est beau, cette trousse est belle, etc. Alors, il faut ajouter à ces deux fonctions de base la fonction apposition, qui existe aussi pour le nom d'ailleurs, mais bon, pour le groupe nominal plutôt. L'apposition, c'est ce qu'on aura dans cet avocat, virgule, remarquable, virgule, a gagné le procès. Alors, ici, s'il y a de particulier dans la position par rapport à une extension normale, c'est que la position ne réduit pas l'extension du nom en fait. Bon, ça ne se voit pas ici parce que dans l'exemple c'est singulier, c'est avocate remarquable. Mais si j'avais une phrase comme les étudiants ou les élèves, virgule, très intelligents, virgule, ont parfaitement compris le problème. D'accord? Les élèves, virgule, très intelligents, virgule, ont parfaitement compris le problème. Là, c'est tous les élèves qui sont intelligents. Hein? C'est la position. Mais si j'enlève la virgule, et si je dis les élèves très intelligents ont compris le problème, à ce moment-là, je fais une restriction d'extension. Seuls ceux qui sont très intelligents ont compris le problème. Alors, on reverra cette distinction avec la relative, la subordonnée relative. Mais ça vaut aussi bien pour l'adjectif. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc, la fonction apposition. Il y a un détachement, hein, toujours, par des virgules. Et évidemment, dans la mesure où l'apposition ne restreint pas l'extension du nom, on peut. L'extension du nom, ça n'est pas vraiment une expansion interne au groupe nominal. Hein. Le groupe nominal, il reste pareil. C'est une avocate, donc simplement on ajoute une information supplémentaire. D'un point de vue technique, on dit aujourd'hui, mais ça c'est pas du tout passé encore, pas prêt peut-être de passer dans l'usage grammatical scolaire, on parle de prédication seconde. Hein. Mais ça c'est un terme technique qui vient de la recherche en linguistique. C'est en fait sur un autre plan que l'expansion normale. Bref, donc ça c'est un autre type de fonction qu'on trouve avec l'adjectif ou le groupe adjectival. Donc cette avocate remarquable a gagné le procès, cette avocate vraiment remarquable a gagné le procès, mais cette fonction apposition, je l'introduis aussi pour le groupe nominal ici.
une femme avocate lui a téléphoné, cette femme, une avocate très connue dans la région, lui a téléphoné. Dans tous ces cas, on a un segment détaché qui est une information supplémentaire qu'on pourrait très bien supprimer sans que ça modifie fondamentalement le sens de la phrase. Et puis d'ailleurs, mais on en reparlera, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça marche aussi avec la subordonnée relative. Cette femme, virgule, qui est avocate, virgule, lui a téléphoné. Bien. Bon, je reviendrai sur cette notion de restriction d'extension, etc., ou d'absence plutôt de restriction d'extension dans la position. On y reviendra quand on parlera des relatives. Alors, donc, les fonctions de l'adjectif, épithète, attribut, apposé. Il faut ajouter ce qu'on appelle le complément de l'adjectif. Quand vous avez, par exemple, il est fier de son vélo. De son vélo, c'est le complément de l'adjectif fier. Donc, il y a complément du nom comme complément de l'adjectif. Et puis, une autre fonction plus compliquée. Alors là, bon, ça, on n'est pas du tout obligé de l'introduire. On peut passer sur la montée à la limite sans jamais en parler parce que c'est quand même une structure beaucoup plus complexe. L'attribut du COD. Exemple, ils ont jugé cet homme coupable. Alors, ils ont jugé cet homme coupable, ça veut dire ils ont jugé que cet homme est coupable. D'accord? Ou ils l'ont jugé coupable. Coupable est attribut du COD homme parce que cet homme est COD. Et puis, en fait, ça veut dire. Et il y a un lien d'équivalence entre coupable et l'homme. Donc, il y a un lien d'attribut entre coupable et homme. L'homme est coupable. Enfin, il est coupable en tant qu'il a été jugé tel. Donc, il y a un lien attributif entre coupable et homme. C'est la raison pour laquelle on parle d'attribut du COD. Mais la phrase, comme ça, elle est ambiguë. Si jamais on considérait que, de toute façon, l'homme, il est coupable, et ensuite, il a été jugé. Coupable serait épithète de homme. Mais ça ne voudrait pas dire la même chose. La signification serait différente. Ça veut dire, on pronominaliserait en disant « ils l'ont jugé, cet homme coupable ». D'accord? Donc ça, c'est la fonction attribut du COD qui existe aussi donc pour le nom au groupe nominal. Ils ont élu cet homme président. Ici, c'est un nom qui est attribut du COD homme. Alors ça, évidemment, c'est une fonction beaucoup plus complexe que, franchement, on n'est pas du tout obligé d'introduire dans l'enseignement scolaire. Alors ensuite, le pronom. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est très facile d'identification. En termes de fonctions, toutes les fonctions sont possibles. Le pronom, alors là aussi, il faut se méfier. Le pronom, c'est pas quelque chose qui remplace un nom. Ça remplace un groupe nominal, le pronom. On ne remplace pas le nom tout seul. D'accord? Alors, dans une première étape, comme je l'écris ici, on se contente de parler du pronom personnel. Pour introduire la notion de pronom, on se sert uniquement du pronom personnel. Et c'est seulement après qu'on va introduire les autres types de pronoms. Mais pour comprendre, encore une fois, pour comprendre la catégorie de pronoms, il y a suffisamment de pronoms personnels variés qui existent pour qu'on n'ait pas besoin d'introduire d'autres types de pronoms. Alors, ce qui est particulier en français, c'est que les pronoms varient selon leur fonction. C'est pas qu'en français, d'ailleurs, dans pas mal de langues romanes, on a une variation du type de pronom selon la fonction, pas tous les pronoms. Alors, ça donne un tableau de ce genre-là. Vous avez des pronoms personnels sujets, d'autres qui sont COD. Vous voyez, bon, par exemple, la première personne, on a deux formes, je et me, selon qu'on a une fonction complément. Pour la troisième personne, on a trois formes différentes. Il, elle, pour la fonction sujet, bon, il mange, elle mange, etc. Le ou la pour la fonction COD, je le vois, je la vois. Et lui pour la fonction COI, je lui parle, masculin ou féminin. Bon, et puis d'autres formes sont constantes, quelle que soit la fonction. Nous et vous, personne 2, ou personne 1 et 2 pluriel. D'accord? Alors, on a aussi des formes disjointes, moi, toi, soi, etc., que là aussi on peut introduire plus tard.
Et on a ce qu'on appelle également les pronoms adverbiaux, en et i. Elle en parle, elle y pense. Alors, en, il inclut la préposition de. Elle en parle, ça signifie elle parle de quelque chose. D'accord ? C'est un pronom qui inclut une préposition. Bon, c'est pareil, la dénomination de pronoms adverbiaux, ça n'a rien à voir avec les adverbes en réalité, hein, mais c'est une dénomination traditionnelle, donc on la garde. Elle en parle, elle parle de quelque chose. Elle y pense, elle pense à quelque chose. Vous voyez, là, c'est plutôt la préposition à qui est incluse dans i. Plutôt la préposition de dans en et la préposition à dans i. Mais le i est beaucoup plus vaste, ça peut être à, ça peut être dans. Hein, elle y va, ça peut être dans la forêt, par exemple. Elle y va souvent. Bon. Donc, ce sont des pronoms qui incluent des prépositions, donc qui ont des fonctions pas forcément adverbiales d'ailleurs, hein, parce que quand le en ici, qui est COI du verbe parler, il n'a absolument rien à voir avec quelque chose qui soit adverbial. Alors peut-être qu'on les a appelés adverbiales parce que qu'on a utilisé le terme adverbial parce qu'ils sont invariables, etc. Je ne sais pas d'où vient, à quel moment est apparue cette dénomination de pronoms adverbiaux. Ça mériterait d'être examiné. Alors attention, le en ici, là aussi, il y a une confusion possible avec la simple préposition en. Si je dis elle travaille en Espagne, j'ai une préposition, hein, je n'ai pas du tout un pronom. Donc, voilà, encore un cas d'exemple. On peut avoir une réflexion sur des formes identiques en apparence, mais qui sont en fait grammaticalement totalement différentes. Je signale aussi sur la dernière ligne, là, des cas particuliers, le pronom réfléchi, se, il se lave, il se lève, etc. Et puis le pronom indéfini, enfin, le pronom personnel indéfini. Donc, les pronoms, vous voyez, cette opposition que je faisais tout à l'heure entre anaphorique, cataphorique d'un côté et puis déictique de l'autre, elle vaut pour les démonstratifs, pour les articles définis, mais elle vaut aussi pour les pronoms. Hein. Les pronoms je, tu, etc. sont déictiques, qui renvoient à la situation d'énonciation. Je, c'est la personne qui dit je, la personne qui parle. Tu, c'est la personne à qui s'adresse le je. Et puis les autres, ils, elles, sont de type plutôt cataphorique, anaphorique. Je sais pas, vous dites le professeur est entré dans la salle, ensuite il, etc. Donc le il renvoie à ce qu'il y a avant. Exactement comme tout à l'heure, on a vu le démonstratif renvoie à ce qu'il y a avant. Alors, maintenant, quelques mots sur le verbe. Alors, là, on va parler du verbe non plus en tant que structure syntaxique, hein, du groupe verbal, mais du verbe pour lui-même, comme en tant que nature de mot. Alors, le verbe, pour le définir, c'est très simple pour les élèves, il suffit de dire c'est le mot qui se conjugue. Ça, c'est la définition la plus simple et qui est vraiment la plus facile à comprendre et la plus efficace. Le verbe, c'est le mot qui se conjugue. Alors, ça suppose évidemment que les élèves sachent ce que ça signifie conjuguer un verbe, mais à n'importe quel niveau d'enseignement, et que ce soit pour le français langue étrangère ou pour le français langue maternelle, on fait conjuguer. On apprend, tu apprends le verbe être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Bon, voilà, les élèves, ils savent ce que ça veut dire conjuguer. Bon, et ils voient bien qu'un mot comme marcher, enfin des mots comme marcher, être, avoir, prendre, on peut les conjuguer, mais des mots comme table, chaise, beau, lait, etc., on ne peut pas les conjuguer. Donc le verbe, c'est le mot qui se conjugue. La conjugaison, elle se traduit par le fait qu'il y a un élément variable et un élément fixe. Bon, ça, vous savez, un élément fixe, c'est le radical, et la désinence, c'est l'élément variable. Alors, évidemment, la difficulté dans la morphologie verbale, parce que là, du coup, on n'est plus dans une perspective syntaxique où on analyse les compléments à l'intérieur du groupe verbal, on est dans une perspective morphologique où on voit la forme du verbe en tant que verbe, c'est que il se peut souvent, le radical varie un peu. Normalement, il est fixe,
mais parfois il a des variations selon les temps ou les personnes. Alors, vous avez des verbes qui ont un seul radical, donc ça ce sont les plus simples à conjuguer, ce sont les verbes du premier groupe en français, voilà, avec quelques complications pour des verbes qui ont des doubles consonnes comme appeler, etc. Mais enfin, vous avez quand même beaucoup de verbes du premier groupe qui ont un seul radical et qui n'ont pas de difficulté de conjugaison. Bon, ensuite, vous avez des verbes qui peuvent avoir deux radicaux, hein, par exemple lire. Vous avez le radical lis dans je lis, tu lis, etc. Mais le radical lis, lis dans nous lisons, vous lisez. Donc là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Parfois, trois radicaux, vivre. Il y a le radical V dans je vis, tu vis, le radical vivre dans je vivais, tu vivais, mais le radical vec dans je vécu, etc. Vous pouvez même aller jusqu'à 4 radicaux. Hein, savoir, vous avez sais et saï dans je sais, le radical savent dans je savais, tu savais, le radical est tout seul dans je suis, tu fus, le radical SAE dans je serai, tu serais. Donc là, on entre dans des verbes beaucoup plus irréguliers. Hein. Et puis, il y a des verbes très irréguliers comme les auxiliaires, être, avoir, le verbe aller aussi, que je n'ai pas indiqué ici, mais qui sont des verbes qui sont à la fois très fréquents et très irréguliers. Hein. Et les deux choses sont liées en réalité. Dans beaucoup de langues, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre de l'irrégularité avec des choses très fréquentes. Parce que comme c'est fréquent et qu'on les prononce souvent, on va mémoriser des formes irrégulières. Bon. Donc, quand on analyse une forme verbale, donc on isole le radical et la désinence, et puis on peut éventuellement analyser la désinence. Hein. Par exemple, dans chanter à l'humanité, il y a une marque plutôt d'imparfait, puis une marque plutôt de personne. Bon, mais enfin, on n'est pas obligé d'analyser les marques comme ça, mais on peut. Ce qui est important, c'est quand même de distinguer le radical des désinences. Je ne sais pas si j'ai mis. Non. Il y a une petite nuance entre base et radical qui peut être intéressante à connaître. C'est que, bon, ici, avec un verbe comme chanter, il n'y a pas de problème, la base et le radical coïncident. Enfin, coïncide pas tout à fait. Si vous voulez, le radical, c'est chant, c'est H-A-N-T, mais on va dire que la base, c'est le verbe chanter. C'est-à-dire que le radical, c'est la forme que va prendre la base dans la dérivation, enfin, dans la conjugaison. Mais enfin, c'est surtout utile pour les c'est plus utile peut-être pour les phénomènes de suffixation que pour la conjugaison à proprement parler. Donc on parle plutôt de radical que de base, parce que le terme de base renvoie à un mot existant. Par exemple, le verbe chanter, c'est la base. Bref, passons sur ce point. Le classement des verbes en groupe. Alors, traditionnellement, il y a 3 groupes, vous savez, en français. Il y a le premier groupe dont j'ai parlé, qui sont les verbes qui présentent un infinitif en ER, qui viennent des verbes latins are, comme tare, etc. Et en revanche, le verbe aller, hein, qui finit par ER aussi, n'est pas classé dans ce groupe, parce que, évidemment, il a beaucoup de radicaux, le verbe aller. Vous avez le radical V dans je vais, tu vas, il va, le radical al dans nous allons, vous allez, le radical V dans ils vont, mais il y a aussi le radical ir dans j'irai, tu iras. Vous voyez, il y a 3 radicaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bon, les verbes du premier groupe, ce sont les plus. C'est là où il y a le plus grand nombre de verbes, et puis les verbes nouveaux, en général, sont formés sur les verbes du premier groupe. Hein, liker, tweeter, etc. Alors, traditionnellement, donc, il y a 3 groupes de verbes, le deuxième et le troisième groupe, mais en fait, en réalité, du point de vue linguistique, cette distinction est très peu justifiée entre deuxième groupe et troisième groupe. En fait, vous avez le premier groupe, qui est très homogène en français, et puis tout le reste, finalement. Mais bon, on a gardé cette tradition des verbes du deuxième groupe, qui sont en fait des verbes qui ont un infinitif en IR, mais un participe présent en issant, comme finir, finissant, qui se distingue de partir, par exemple. Il y a aussi un verbe en IR, mais on ne dit pas en partissant, mais en partant. Donc c'est sur la base de ce participe présent qui se construit différemment
qu'on a distingué deux sortes de verbes en ir, les verbes en ir du deuxième groupe et les autres qui s'appartiendraient au troisième groupe. Donc le troisième groupe devient hétérogène, il y a les infinitifs en ir, les infinitifs en re, en war, etc. Et puis on rattache aussi au troisième groupe, qui est le groupe fourre-tout, les verbes être, avoir, aller, qui eux, sont résiduels parce qu'ils ont une conjugaison tellement complexe qu'on ne peut pas les rattacher à un groupe morphologique. Quelques exemples, verbe du premier groupe chanter, parler, deuxième groupe finir, bondir, etc. Pour troisième groupe, infinitif en ir, partir, servir, fuir, voir, savoir, apercevoir, écrire, dire, prendre, verbe aller, verbe être et avoir. Alors maintenant, les modes et les temps. Alors ce qui est intéressant, mais ce dont on ne va pas parler pour l'instant, encore une fois, j'en parlerai peut-être dans une perspective guillaumienne, s'il me reste du temps, parce que je préfère garder le temps pour traiter la subordination, etc. Mais donc sur l'analyse du verbe, il y a évidemment la morphologie, donc toute la conjugaison. Ensuite, il y a la conjugaison, c'est pas juste la forme, c'est aussi le classement des différents types de verbes et de leur temps et de leur mode. Alors, comment est-ce qu'on classe ça, les modes et les temps? Donc, le meilleur classement, c'est de considérer qu'il y a d'abord des modes qui sont non personnels et non temporels. Il n'y a pas de personne et il n'y a pas d'indication de temps. Aimer, aimant, aimer, donc ça c'est l'infinitif, le participe présent, le participe passé. Là, je dis qu'il n'y a pas d'indication de temps pour une raison simple. Si vous avez sur une porte l'indication frapper avant d'entrer, cette indication de frapper, elle est valable aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'époque précise qui soit indiquée. Hein. Donc il n'y a ni temps ni personne. Mode non personnel, non temporel. Notez bien que l'infinitif, hein, c'est une des formes de la conjugaison. J'ai toujours trouvé ça très aberrant qu'on dise que l'infinitif, c'est le verbe non conjugué. Si, il est conjugué à l'infinitif. Donc, il vaut mieux dire, si vous voulez parler de l'infinitif, qui, c'est certain, a un statut spécial, puisqu'on dit le verbe aimer, le verbe parler. On utilise l'infinitif comme l'étiquette de l'ensemble des conjugaisons du verbe. Hein. Ce qui est... Tu vois, on fait pareil en espagnol, on utilise l'infinitif pour dire le verbe comme ça, parce qu'en latin, par exemple, on utilise la première personne, on dit le verbe amo. Amo, amas, amat, et dans les dictionnaires de latin, c'est amo, c'est pas en arrêt, pas l'infinitif. Bon. Donc, certes, l'infinitif a un statut spécial, mais il vaut mieux dire, à ce moment-là, c'est une forme conjuguée à un mode non personnel. Ensuite, vous avez les modes personnels, qui peuvent être non temporels ou temporels. Alors, les modes non temporels, c'est le subjonctif et l'impératif. Et le mode temporel, le seul, c'est l'indicatif. En fait, il n'y a qu'à l'indicatif que vous avez vraiment une indication du temps, passé, présent, futur. Ça, je vous l'expliquerai plus tard. Mais en fait, le subjonctif, même s'il y a subjonctif passé, subjonctif imparfait, etc., subjonctif présent, ça ne renvoie pas du tout ni au présent, ni au passé, ni à rien de tout ça. Le subjonctif, la plupart du temps, c'est des souhaits, des choses qui ne sont pas réalisées. Je voudrais qu'il parte. Je voudrais qu'il parte. Alors, l'idée de partir, c'est un simple souhait. Hein, donc, c'est pas dans le passé, c'est même pas dans le futur. Peut-être que ça se passera dans le futur, mais c'est pas dans le futur comme si je dis il partira demain. D'accord? Donc, le subjonctif, ou l'impératif, quand je dis sort, etc., ça ne place pas l'action ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on parle de mode non temporel. Il n'y a de temps à proprement parler, au sens de passé, présent, futur, qu'à l'indicatif. Et ça, pour expliquer tout ça, il y a un contexte théorique qui vient de la linguistique guillaumienne,
Mais je vous l'expliquerai que si j'ai le temps de le faire dans le dernier cours. Ensuite, donc, les différents temps de l'indicatif. Ce sont les suivants. Donc, vous avez des temps simples et des temps composés. Le temps simple, le présent, l'imparfait, le futur, le passé simple, le conditionnel présent. Hein. Notez bien que le conditionnel, c'est un temps d'indicatif. Je ne sais pas si vous avez appris ça comme ça, mais c'est un temps d'indicatif pour toutes sortes de raisons. D'abord, ça se voit dans la conjugaison, mais c'est aussi tout simplement parce qu'il joue le même rôle que le futur dans un autre système, si on utilise l'opposition discours-récit. Enfin, j'y reviendrai dans un instant. Donc les temps simples, les temps composés, donc c'est la même chose, mais avec un auxiliaire en plus. Oui, j'avais pas vu que j'avais fait une petite remarque sur le conditionnel. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de professeurs qui continuent de considérer que c'est un temps d'indicatif. Ça, je veux dire, ça, il n'y a plus de discussion chez les linguistes. Hein. Le conditionnel, c'est pas un mode, c'est pas le mode conditionnel, c'est un temps d'indicatif. Bon, on le voit, vous voyez, quand vous comparez chanterait, le futur, chanterait AIS, et chantait AI, chantait AIS. Hein, donc le passé simple, l'imparfait. On voit bien qu'il y a un parallélisme évident entre chanterait AIS et chantait AIS. On passe de la désinence AI à la désinence AIS, comme là, de la désinence AI à la désinence AIS. Simplement, ici, au futur et au conditionnel, on a un R qui indique le rapport avec l'époque future. Mais donc, on voit bien que là, le conditionnel, il joue par rapport au futur à peu près le même rôle que l'imparfait par rapport au passé simple, en fait. Donc, cette régularité de la morphologie, elle traduit bien le fait que c'est un temps indicatif. Donc, ça donne l'ensemble de ces formes hein, pour les temps simples et composés. Donc, là aussi, du point de vue pédagogique, évidemment, le futur antérieur, le passé antérieur, le conditionnel passé étant encore assez usuel, mais les formes j'aurais chanté, surtout juste chanté, sont très peu utilisées. Le passé simple n'est utilisé qu'à l'écrit, principalement. Hein. Et ensuite, évidemment, il faudrait parler de l'emploi de ces temps. Dans quelles conditions les emplois, quelle est leur signification. Et c'est là qu'on verrait que le futur et le conditionnel, c'est un peu la même chose. Le conditionnel, c'est le futur, mais pour le récit. Hein. Vous dites, par exemple, je crois qu'il viendra demain, je croyais qu'il viendrait demain. C'est exactement la même chose, sauf que c'est décalé dans le temps. Hein. Simplement, la raison pour laquelle on a longtemps considéré le conditionnel comme un mode, c'est parce qu'on a survalorisé les emplois modaux du conditionnel dans les hypothétiques. Hein. Si j'étais riche, je changerais de voiture. Mais ça n'est qu'un emploi modal, exactement comme l'imparfait d'ailleurs. Hein. Quand on dit si j'étais riche, c'est un imparfait modal. C'est pas pour autant qu'on va dire que l'imparfait c'est un mode. Bon, donc passons. Ensuite, vous avez donc les temps du subjonctif, hein, présent imparfait du subjonctif. Alors imparfait, évidemment, extrêmement rare. Le subjonctif est beaucoup moins employé en français qu'en espagnol. Ça c'est clair. Il faut qu'elle fasse un effort. Il fallait qu'elle fît un effort. Pour les temps composés, donc cette fois-ci c'est l'auxiliaire qui est conjugué au subjonctif, et puis ensuite les formes d'impératif présent ou composé. Pas de question sur les verbes, hein, c'est juste un petit panorama, un rappel. Là, enfin bon, il faudrait juste s'assurer, on prendre un texte au hasard et voir si on arrive bien à identifier tous les temps. En prenant par exemple le texte de, j'avais pas prévu de le faire, mais le texte de Sartre ici. J'ai commencé, vous voyez, un passé composé ici, comme je la finirai futur. Dans le bureau de mon grand-père, il y en avait un parfait. Défense était faite. Alors là, c'est du passif, hein, donc c'est l'auxiliaire du passif, c'est un peu particulier. Je ne savais pas, c'est imparfait. Je ne savais pas que déjà je les reverrais. C'est de l'imparfait aussi. Je sentais.
parfait, elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais dans un minuscule sanctuaire, qui m'avait vu, qui me verrait mourir. Alors voilà le conditionnel qui sert de futur par rapport au passé. Elle m'avait vu naître. Alors ça c'est du plus que parfait, d'accord? Donc on voit bien avec cet exemple, on voit bien le système de fonctionnement des temps dans le récit. Dans le récit, en fait, le présent, il est représenté par l'imparfait et le passé simple, qui est le point de référence. Et par rapport à ça, il y a le passé qui est exprimé au plus que parfait, et le futur qui est exprimé au conditionnel. Vous voyez bien? Là, on a toute une description des livres, je ne savais pas encore lire, elles se ressemblaient toutes, je m'ébattais, etc. Et puis qui m'avait vu naître avant, et qui me verrait mourir après. Je l'ai touché en cachette, je ne savais pas trop qu'en faire, j'assistais, que des imparfaits ici, il boutonnait ses gants, maniait, prendre le feuilleté, l'ouvrir un peu, c'est qu'elle avait pas, donc quelquefois je m'approchais, qui se fondait comme des huîtres, je découvrais la nudité. Vous voyez, ici, comme on n'a pas une action on aurait un passé simple si on avait un jour, je fis cela, voilà, qui serait, en fait, qui se détacherait dans le passé par rapport à l'arrière-plan des imparfaits. Mais là, on a typiquement un récit au passé, plutôt descriptif, etc. Bon, voilà. Donc, je pense que la question de l'identification des temps dans un texte, ça ne doit pas vous poser beaucoup de problèmes, sauf peut-être pour des formes très rares. Mais je pense c'est pas la peine de perdre trop de temps là-dessus. Après, évidemment, comme je vous disais, il y a plein de questions intéressantes sur les valeurs des temps. Dans quel cas on les emploie, quelles sont leurs nuances de sens, etc., etc. Alors ensuite, les adverbes. Bon, alors les adverbes, c'est une classe de mots vraiment fourre-tout, où on met beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais enfin bon, c'est quand même un mot invariable. Et alors, les adverbes, c'est surtout syntaxique, leur approche intéressante. Donc, l'adverbe, il peut modifier un verbe, comme dans « elle agit fermement », donc c'est le fermement, l'adverbe modifie le verbe agir, c'est ce qu'on appelle l'adverbe de manière. Mais ça peut modifier un adjectif, une écriture peu lisible, donc l'adverbe peu qui modifie l'adjectif lisible, ou bien ça modifie un autre adverbe. Elle travaille très sérieusement, donc c'est l'adverbe sérieusement qui modifie le verbe travailler, et très qui modifie sérieusement. Mais ça peut modifier aussi une phrase, quand l'adverbe est complément circonstanciel. Aujourd'hui, je travaille. Et puis, il y a aussi la dimension énonciative que j'ai ajoutée ici, quand vous dites, si vous utilisez un adverbe qui indique l'attitude du locuteur par rapport à l'énoncé, si vous dites franchement, ce livre est complètement nul. Là, franchement, donne une indication par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous faites votre énoncé. Donc on peut l'analyser comme un complément circonstanciel, mais en fait c'est plutôt énonciatif. Bon, alors ensuite on peut classer les adverbes selon leur sens. Il y a les adverbes en ment en français qui sont plutôt de type lexical, et puis des adverbes plutôt grammaticaux, comme les adverbes d'intensité, les adverbes de négation. Donc ça donne un grand fourre-tout comme les adverbes de manière qui sont quand même la base du système, gentiment, rapidement, et puis toutes sortes d'autres adverbes spéciaux de temps, de lieu, donc de temps comme maintenant, hier, bientôt. Alors, là aussi, les adverbes, il y a deux grandes classes selon qui sont liées à la situation d'énonciation ou détachées de la situation d'énonciation. Si je dis hier, c'est par rapport à aujourd'hui. Mais si j'étais dans un récit, je dirais la veille ou le lendemain. Je ne dirais pas hier et demain. Bon, les adverbes de lieu, de manière, donc les adverbes interrogatifs, pourquoi, quand, les adverbes d'intensité, beaucoup, si, et puis les adverbes de négation. Vous voyez qu'il y a très peu d'unités, à part le fait que ce sont des mots invariables, mais ça c'est plein de mots invariables, et en fait, leur intérêt c'est que chacun va modifier. C'est qu'ils sont capables de s'insérer dans différentes sortes de structures. Enfin, la préposition, non, il y a la préposition et la conjonction. Donc la préposition,
Voilà, là aussi, la préposition, c'est une catégorie de mots qui est relativement facile à repérer. Les prépositions les plus fréquentes en français, clairement, c'est de et à. Les autres, même si elles sont très fréquentes, le sont un petit peu moins que de et à. Et alors, ce qui est intéressant dans la préposition, c'est surtout le groupe nominal prépositionnel. C'est surtout de repérer la préposition pour elle-même. Bon, bien sûr, elle apporte une contribution sémantique, alors, qui peut être plus ou moins abstraite. Hein. La contribution sémantique de A ou de elle est très abstraite. Mais avec, sans, là, on a une contribution peut-être un tout petit peu plus, avec un peu plus de contenu sémantique. Mais bon, ce qui est le plus important, je pense, à repérer dans la préposition, c'est le fait que ça introduit un groupe nominal prépositionnel et donc de repérer les différentes fonctions du groupe nominal prépositionnel. Donc, fonction complément du nom, la voiture de mes parents, fonction complément d'objet indirect, elle parle de ses vacances. Fonction complément circonstanciel du GNP, à l'école on apprend à lire, complément d'adjectif, il est fier de son vélo. Hein, vous voyez, donc là aussi on a un peu dans les jeux grammaticaux, vous voyez, des structures en de mes parents, de ses vacances, de son vélo, et à chaque fois le groupe nominal prépositionnel en de est intégré dans une structure différente, hein, dans un groupe nominal, dans un groupe verbal, dans un groupe adjectival. Alors enfin, dernière partie du discours, les conjonctions. Alors on distingue conjonction de coordination, conjonction de subordination. Donc les conjonctions de coordination, c'est tout simple. Hein, alors bon, avant on mettait donc, mais les conjonctions de coordination de base, c'est et ou. Ni, c'est la négation ajoutée à et. Hein, vous pouvez dire je ne mange pas de salade ni de carottes, mais vous pouvez dire je ne mange pas de salade et je ne mange pas de carottes. C'est une coordination de négation. Et la conjonction de subordination, ça on l'étudiera plus en détail lorsqu'on étudiera les subordonnés. C'est vrai que je n'ai pas parlé tout à l'heure des autres types de pronoms, j'ai parlé uniquement du pronom personnel, mais il y a aussi le pronom relatif. Hein, donc, de toute façon, on reparlera quand on parlera de la subordonnée relative. Voilà, ce qui caractérise fondamentalement les conjonctions de coordination, c'est que, en général, par rapport à donc qui a des positions extrêmement variables, on peut le trouver en début de phrase par exemple, mais où et en général vous ne les trouvez pas en début de phrase. Bon, il y a un certain nombre de propriétés qui font que la liste des conjonctions de coordination a un peu évolué au fil des années dans l'enseignement de la grammaire. Alors, voilà où nous en sommes. Donc, on a parcouru l'ensemble des fonctions. On a vu la fonction sujet, complément circonstanciel, COD, COI, attribut du sujet, on a ajouté attribut du COD. On a vu épithète, complément du nom, apposition, complément de l'adjectif. Donc, ça nous donne un ensemble de fonctions assez complet, là, hein, mais qui sont toujours en petit nombre. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fonctions pour maîtriser l'ensemble de la grammaire française. Pour les natures de mots, on a vu les noms avec l'opposition entre nom propre, commun, nom animé, non inanimé, je l'ai parmi ici, nom massif, nom comptable. Pour les verbes, bon, je ne répète pas, on vient d'en parler, les différents modes et temps, c'est ça qu'il faut repérer pour connaître, repérer les différentes formes du verbe. Alors évidemment, il y a tous les cas intermédiaires, par exemple de participe passé, qui sont parfois des adjectifs et parfois
des formes verbales. Quand vous avez un passé composé, il a mangé, le participe passé manger est une forme de verbe. Mais si vous dites il est fatigué, le participe passé fatigué fonctionne comme un adjectif. Donc, bon, il y a tous ces problèmes qui peuvent éventuellement se poser dans les emplois en discours. Bon, on a vu la catégorie d'adjectifs, de l'adverbe, on a vu les différentes sortes de déterminants, article défini avec les formes contractées, l'article indéfini, possessif démonstratif, le pronom personnel, la préposition, les conjonctions, coordination, subordination. Et puis on a vu au niveau de la phrase la distinction entre phrase simple, phrase complexe, proposition subordonnée, indépendante, juxtaposée, coordonnée, les types de phrases et les formes de phrases. Vous voyez, sur cette diapositive, vous avez toute la grammaire française, toutes les notions de la grammaire française qu'il faut connaître pour vraiment pouvoir décrire déjà pas mal de structures. Et maintenant, il ne reste plus qu'à raffiner un petit peu l'analyse des subordonnés. C'est ce qu'on fera dans le prochain cours. Mais vous voyez que finalement, cette espèce d'énorme continent de la grammaire du français, ça tient pas tant de choses que ça. Et ce qui est important, vous voyez, c'est d'avoir une vision d'ensemble, c'est d'avoir une vision panoramique de tout ce qui compte et de ne pas s'imaginer qu'à chaque fois qu'on tombe sur une phrase ou un texte, il y a une infinité de choses qu'on ignore complètement et du coup on n'ose pas faire l'analyse. Là, vous avez des éléments qui vous permettent de dégrossir l'analyse, de faire une analyse d'un premier niveau, mais de pouvoir être à peu près sûr de votre analyse. Là, si vous voulez, on n'a pas le temps aujourd'hui, peut-être qu'on le fera on le fera la semaine prochaine, on prendra un texte et puis on pourra tout analyser. Toutes les fonctions, toutes les natures de mots, toutes les subordonnées, tout. On va le dépouiller complètement jusqu'à ce qu'il soit transparent pour lui. Il y aura des choses résiduelles, il y aura des choses trop compliquées à analyser, mais on pourra quand même faire le tri entre ce qui est prototypique et ce qui ne l'est pas, et tout ce qui est prototypique, on pourra l'analyser. Est-ce que vous avez des questions? Non? Très bien. Écoutez, merci de votre attention, et puis donc on se retrouve la semaine prochaine.